énormément, peut-être même excessivement employée, mais étant donné qu'elle est employée pour me faire comprendre d'une certaine populace, j'emploie les mêmes mots. Je prends différents synonymes. On parle de l'ère du poisson, qui est une ère zodiacale qui dure approximativement, disons, 2160 ans. Et de l'ère du Verseau, qui va durer approximativement le même nombre de temps. Et présentement, on est dans une phase transitionnelle, c'est-à-dire une phase entre les deux, où on va avoir soit la planète Terre, soit le système solaire au complet, soit seulement le Soleil, qui pénètre dans l'air, qui va être en vue d'un signe zodiacal qui s'appelle le Verseau. Lorsque je parle de l'homme nouveau, je parle de l'homme du Verseau, c'est étymologiquement. Ça n'a aucun rapport avec le Verseau, c'est pas astrologique le mécanisme. Alors, il ne faut pas penser que celui qui est Verseau, celui qui est Poisson, qui est né sous signe zodiacal, disons, du Poisson, est un être ancien. Aucun rapport. Et l'astrologie, présentement, manipule l'homme pour différents mécanismes. Les planètes sont des entités qui sont en évolution. Mais ça, on va revenir, disons, plus tard là-dessus. Et les astres, ainsi que la Lune, manipulent la psychologie humaine, manipulent la psychologie collective de l'homme par différents mécanismes d'attraction des vents astrales planétaires, c'est-à-dire des vents de la psychologie planétaire. Et lorsque l'homme naît, l'homme est assujetti, apparemment, parce qu'il le veut bien, parce qu'il se complaît, à ce mécanisme giratoire des astres, donc à ce mécanisme de l'astrologie. Maintenant, l'homme nouveau se désassujettit complètement de l'astrologie. Il n'a plus besoin de savoir si Jupiter lui permet de penser pour penser. Tandis que l'homme du Poisson reste assujetti à son signe zodiacal, à son ascendant, et effectivement, tant que l'homme le désire, cela fonctionne. C'est un mécanisme qui est réel. Les planètes influencent l'homme, parce que l'homme le veut. D'ailleurs, tout ce que l'homme a créé, que l'homme a placé dans le ciel de l'astral, influence l'homme, parce que l'homme le veut. Alors, lorsque nous parlons de l'homme du Verseau, nous parlons de l'homme du Verseau d'une façon chronologique, et non pas astrologique. Ou encore, plus précisément, même d'une façon chrononomique. C'est donc tout simplement pour différencier deux époques, l'époque ancienne du Poisson et l'époque nouvelle du Verseau. Exactement. Disons que vu que l'ère du Poisson a duré 2160 ans, on peut aussi en parler de la psychologie piscéenne, de la psychologie de l'homme moderne, aller en reculant, qui n'a presque pas changé en dedans de ces 2000 années. Donc, lorsque nous parlons de la psychologie de l'homme du Poisson, nous parlons d'une psychologie mémorielle, mémorisée par la collectivité évolutive, c'est-à-dire par l'homme qui a vécu pendant ces 2000 années et qui n'a jamais ou presque jamais voulu changer ses concepts de vision, ses mécanismes de perception, ses mécanismes de réflexion, et qui a toujours canalisé son énergie non pas vers le savoir, mais vers la croyance. C'est normal, l'homme croyait bien faire. Il était inconsciemment bien heureux. Ça va changer. Oui, ça va changer, parce que l'homme est bien heureux. D'ailleurs, l'homme n'est pas bien heureux, il est inconsciemment inconscient, oui. Présentement, il y a une certaine forme de sécurité ou de bien-être. Il n'y a que cette sécurité, et cette sécurité, évidemment, n'est soutenue que par un mécanisme qui remplit un trou, donc nécessite le trou à remplir. Et dans l'homme du Verseau, donc dans l'homme nouveau, il n'y a pas de trou à remplir. Parce qu'effectivement, pourquoi recherches-tu la sécurité? C'est parce qu'il y a un trou, c'est-à-dire qu'il y a une lacune dans ta psychologie. Et cette lacune tend à attirer vers elle des énergies similaires, des énergies psychologiques qui vont la combler. Donc l'homme est toujours en recherche d'amour pour combler ce trou. L'homme est en recherche de sécurité, surtout les facettes d'expression de la psychologie matérielle ou de la psychologie psychologique. Et l'homme recherchant continuellement, par attraction, qui est l'amour psychologique, à combler cette lacune, l'homme recherche la sécurité. Mais cette sécurité nécessite déjà, lorsque l'homme a la sécurité, il redevient insécure. Parce que l'homme ne connaît pas la sécurité authentique, c'est-à-dire l'ignorance de l'insécurité. L'homme ne connaît pas ça. Et lorsque l'homme a cette sécurité, l'homme se sent insécure parce que l'homme vit un mécanisme nouveau chez lui. Et ce mécanisme nouveau le rend insécure, c'est-à-dire qu'il va canaliser des énergies de sa psychologie pour créer un nouveau trou, et de ce fait, l'homme va encore rechercher quelque chose pour le sécuriser. Mais l'homme ne peut pas souffrir une sécurité authentique. Une sécurité qui ne demande pas à l'homme d'avoir peur qu'un jour il perde cette sécurité.
Et l'homme nouveau ne recherche pas la sécurité parce qu'il n'a pas d'insécurité. Donc, il n'a pas besoin d'avoir peur de se retrouver insécure. Donc du fait qu'il est assuré, il n'a pas à être rassuré, on pourrait dire, c'est ça? Si on peut dire oui, mais il n'est même pas assuré. L'homme nouveau le sait simplement, il le voit. Pourquoi l'homme se sent-il insécure? Parce que premièrement, il tend à être normal, donc à être assujetti à la normalité. L'homme tient à être sécure parce que l'homme ne peut pas concevoir la nouveauté. C'est d'ailleurs un apanage de l'homme ancien. Il ne peut pas concevoir l'homme nouveau. Parce qu'il est jalouse, l'homme nouveau. Parce qu'il refuse l'homme nouveau. Il va mettre plusieurs raisons intellectuelles pour pouvoir se convaincre qu'effectivement l'homme nouveau n'existe pas. Mais l'homme ancien ne peut pas vivre quelque chose de neuf. Donc, il ne peut pas faire autrement que de toujours être insécure, parce que automatiquement, lorsque celui-ci, pour perdre l'insécurité, tu dois faire quoi? Tu dois simplement accepter de vivre un moment nouveau. Et lorsque le moment nouveau vient chez toi, l'homme ancien en a peur parce qu'il ne le connaît pas. Et il doit donc le mémoriser, c'est-à-dire qu'on appelle ça l'expérimenter. Et l'expérimentation nécessite l'arrêt de la vie pour la transformer en mort, en mémoire. Évidemment, il y a souffrance. Et l'homme perd le fil même de ce qu'il allait faire, le fil même de ce qu'il faisait, le fil même de son intelligence. L'homme sort complètement de son intelligence pour pénétrer dans l'intelligence de l'astral et continuellement, dans l'intelligence du passé, de la mémoire, et continuellement, l'homme tente d'expliquer son présent à partir de son passé. Et ça, c'est typique de l'homme ancien. Et l'homme ancien va même dire, oui, mais comment on ne peut pas expliquer quelque chose si on n'a pas nos mémoires? Ben, c'est ça qu'il va faire. C'est qu'à un moment donné, l'homme n'aura plus besoin de ses mémoires. Elles seront chez lui. Mais l'homme ne fera plus référence à son bagage mémoriel pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. L'homme va faire référence à rien. L'homme va se référer à ce qui lui arrive pour comprendre ce qui lui arrive. L'homme va avoir une connaissance instantanée, ce que nous pouvons appeler justement le contact avec l'énergie supramentale. Maintenant, nous reviendrons encore, comme on l'a dit tout à l'heure en décembre, sur ce mécanisme de contact supramental ou de fusion supramentale. Maintenant, l'homme, présentement, ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'il est encore assujetti à la croyance, c'est-à-dire que l'homme croit que ça se peut pas. Qu'un jour, l'homme arrive à savoir sans l'expérimentation. Alors, l'homme a donc toujours besoin de vivre un événement, de l'arrêter, de le mémoriser. Et là, l'homme observe ce qu'il a mémorisé et l'homme dit, tiens, je vis ceci. Mais en réalité, il ne le vit plus, il l'a vécu. Et ce qu'il a vécu n'est même pas similaire à ce qu'il a mémorisé. Ce qu'il a mémorisé, c'est mort. C'est de la mémoire. Et l'homme, continuellement, s'évertue à arrêter. Alors, l'homme recherche la sécurité parce que l'homme ne veut pas connaître l'instant présent, l'instantanéité. L'homme ne peut pas connaître l'instantanéité pour la simple raison, justement, que l'homme n'est pas un être réel. C'est-à-dire qu'il est réel, mais dans son expression, l'homme est un être psychologique. Et l'être psychologique naît de l'homme mémoriel. L'homme naît de tous les mécanismes qui vont se frotter l'un sur l'autre pour créer l'ego. Et cet ego ne veut pas connaître le moment présent, parce que dans le moment présent, il n'y a pas de mémoire. Et vu que l'ego est constitué de mémoire, dans le moment présent, il n'y a pas d'ego. Alors, ce qui était tranquillisant ou rassurant pour l'homme du poisson, c'était le fait qu'il pouvait avancer, qu'il y avait toujours du plancher sous ses pieds, que l'homme nouveau, au fur et à mesure qu'il avance un pas, il n'y a pas de plancher, il y a du vide, mais quand il va poser le pied, le plancher va surgir juste en dessous. Exactement, le pied va se placer sur du plancher, même si le plancher n'est pas là. Ouais. Et ça, c'est un mécanisme qui est traumatisant pour l'homme ancien parce qu'il ne veut pas se risquer. Et c'est toujours ça. On parle, je prends un exemple bien évident, on parle souvent qu'on dit que la foi peut charrier les montagnes. Moi, je dis que la foi charrie plus d'humains qu'elle charrie de montagnes, mais enfin. Si l'être humain aurait la foi, si, par exemple, l'un d'entre vous serait totalement convaincu, mais sans être perdu, donc intelligent, présent, comme vous l'êtes présentement, mais totalement certain, même pas convaincu, il sait, qu'il peut guérir instantanément une pathologie d'une personne particulière. Bon. Si il y a un accident dans la rue, la personne va voir l'accidenté, il le ramasse, il le lève debout, sachant qu'il va marcher. Mais il va marcher. Mais malgré cette certitude qui va même dynamiser la religion catholique, par exemple, ou d'autres religions, il n'y a pas un seul foutu pratiquant qui est capable de vivre. Tu parles de ton jésuite tout à l'heure, qui croit à la réincarnation, mais qui n'est pas prêt à mourir pour la défendre. C'est ça le problème.
Alors moi, oui, c'est officiel que la foi, ça marche. Alors pourquoi tu t'en sers pas? Parce que s'en servir nécessite le fait de vivre dans le moment présent sans ego. Mais l'ego a peur de manquer son coup parce que l'ego ne peut pas vivre quelque chose de neuf. Et tant que l'ego n'aura pas expérimenté la guérison miraculeuse, il ne pourra pas y croire, même s'il y croit. Donc cette dimension de foi dont tu nous parles, c'est une espèce de conscience absolue. Oui. C'est ça, hein? C'est ça. Non, pas une conscience spirituelle. Non, non, absolument pas. Ok. Une question aussi sur la normalité. On nous dit, pour se connaître, l'homme a besoin d'un critère de comparaison. C'est faux. S'il ne faut pas se comparer aux autres, comment peut-on se connaître soi-même? Comment peut-on savoir si on est bon s'il n'y a pas de pied à côté de nous autres? Fait qu'on doit donc cultiver dans notre société des imbéciles pour pouvoir se dire, moi, je suis intelligent. Parce que si tout le monde est intelligent, ben moi, je me dis, moi, je suis un imbécile. Mais moi, je reste exactement ce que je suis. J'ai pas besoin de savoir comment qu'un autre est pour savoir qui je suis ce que je suis pareil. Que je me pense imbécile, que je me pense intelligent, je suis moi-même. Continue. Ok. La collectivité semble être un défaut. Est-ce à dire que l'homme du Verseau est condamné à l'isolement? Non, l'homme collectif est condamné à l'isolement. Il est perdu dans le métro puis il se sent tout seul parce qu'il se parle même pas. Donc, pour se connaître, l'homme a besoin de critères de comparaison. Et ça, c'est encore une illusion, ça, c'est un masque, c'est une farce, c'est une attrape plus. Je cherche un mot encore plus. C'est bien que tu aies un micro. Pourquoi devrais-je continuellement, pour savoir qui je suis, vivre dans un monde que d'autres choses? Alors, on va maudire l'Union soviétique parce qu'on la compare. Et s'il n'y a pas mieux que l'Union soviétique, on va adorer l'Union soviétique. Je pense à un livre de Tintin que j'ai lu, à un moment donné. Il parle de révolution là-dedans. C'est bon, Tintin, vous savez. Il parle de révolution, Tintin va se faire fusiller, puis tout le monde est là prêt à le fusiller. D'un coup, il y a un gars qui rentre. Ah, le général Machin-Chouette vient de renverser, puis la révolution vient de gagner. Ah, tous les soldats, vive la révolution, tout le monde est content. On le fusille plus. 2 secondes après, il y a un autre qui rentre, dit c'est faux, c'est un mauvais message. Ah, à bas la révolution, à bas le tyran, vive l'autre, puis là, on veut le fusiller. Puis là, le gars rentre. Ah ben là, à bas encore, puis on change encore. Regarde les sondages des journaux. On avait dans le Journal de Montréal, hier, un sondage qui mettait une personne en haut point, puis il y avait un crochet. Les sondages, c'est génial, parce que ça permet à tous ceux qui n'ont pas d'idée, qui ne pensent pas, de voter pour le gagnant. Parce que l'homme vote toujours pour le vainqueur, pas pour celui qui pense qu'il est mieux, pour le gagnant. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'on est obligé, moi, je peux me dire, je suis meilleur. Pourquoi? Parce que j'ai François Côté. Ou je vais me dire, moi, je suis pied. Pourquoi? Parce que j'ai François Côté. C'est ça qui crée le disciple et le maître. Puis le disciple ne veut pas être maître, parce que s'il est maître, il se compare à qui? Il va falloir qu'il se ramasse des disciples. Il va falloir qu'il se ramasse des fidèles, des caves, des pieds, pour pouvoir dire, moi, je suis intelligent. Puis si toutes les caves, les pieds s'en vont, il dit, crime, j'avais tort. Je suis pas bon. Le monde ne m'écoute pas, le monde ne me suit pas. Je suis rien. Il n'est pas capable de se savoir de par lui-même. Quand un être humain fait le bien parce que tout le monde dit que c'est bien, c'est un cave. Parce que le bien, comme on en a déjà parlé, lors de la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, le bien, c'était de tuer des Américains. Par contre, aux États-Unis, le bien, c'était de tuer des Allemands. Le bien, c'était quoi? Ben, le bien, c'était par rapport à la collectivité. Alors moi, je ne sais pas si je suis bon ou mauvais. Moi, je suis ce que je suis. Et j'ai pas besoin de mettre des qualificatifs ou des quantitatifs pour pouvoir commencer à dire, tiens, j'existe. J'ai pas besoin qu'on me dise c'est bon pour savoir que je suis bon. Puis moi, je me dis pas que je suis bon, je suis moi-même. Je ne suis pas bon, je ne suis pas mauvais. Pour être bon, il faut que le monde me le dise, effectivement. Puis pour être mauvais, il faut que le monde me le dise. Et moi, je suis hors de cette dualité maléfique du bon ou du mauvais, je suis moi-même. Puis l'homme refuse tellement d'être lui-même qu'il veut absolument être ce que les autres vont dire qu'il est. Alors, on n'a pas besoin. Le culte du critère de comparaison, c'est l'homme qui est obligé de cultiver continuellement des génies et des imbéciles et des normaux pour pouvoir se placer quelque part. As-tu réussi ta vie? Ben oui, j'ai réussi ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai fait telle chose. Et le critère fait que tu es dans la réussite de la vie.
Et l'autre gars qui passe sa vie à se mordre les doigts parce qu'il n'a pas réussi sa vie, parce qu'il est dans le critère des ratés. Mais il est-tu un raté ou s'il n'y en a pas? Quand il y a un mec, un imbécile qui est arrivé et qui a dit la Terre est ronde, il était d'un raté, mais d'un raté des ratés. On vous dit ça même la civilisation de la Wim au monde. Puis la Terre était ronde pareil, c'était pas plate. Mais lui-même vivait par son énergie une chance. On en a eu quelques autres. Il y a Benjamin Franklin qui était un raté, qui était un écueil et un récif. On a les États-Unis après ça qui sont sur son dos. Mais on n'a pas besoin de critères. C'est toujours le même maudit problème. Ouais, mais moi, je pense pas, je comprends. Regarde, tout le monde dans la classe, ils comprennent tout, puis moi, j'arrive pas à suivre. Penses-tu que j'ai besoin du cours? Tu peux pas te poser la question à toi sans te comparer aux autres, te répondre toi-même. Non, moi, je regarde les autres, puis si le prof me dit, hier, une personne qui a appelé, qui me demande, est-ce que pensez-vous que c'est vrai telle chose? Puis c'est ça, c'est des bêtises que j'ai données. Ben, diplomatiquement. Mais qu'elle décide donc elle-même si elle va y croire ou si elle y croira pas. Pas qu'elle me le demande à moi s'il faut qu'elle y croie ou qu'elle y croie pas. On n'a pas besoin des autres pour savoir qui on est. Si on a besoin des autres, c'est parce qu'on refuse de savoir qui on est. On veut savoir qui, dans quels critères, la normalité est nous placer. Et ça, c'est du snobisme qui fait partie de l'évolution. Il y a un snobisme évolutif. Je suis un homme nouveau. Bon, ça, c'est un imbécile nouveau. C'est pas un homme nouveau. Bon. Tu sais, pis là, moi, je suis un gars du poisson. C'est vrai que c'est un gars du poisson. Parce qu'il se culpabilise, même qu'il trippe à être là-dessus. Mais c'est pas un critère sanguin, c'est pas un critère de quoi que ce soit, le fait d'être ou de ne pas être. Sauf qu'on donnait des trucs tout à l'heure. Mais on n'a pas besoin des autres pour se comparer. Moi, je suis perdu en pleine jungle, puis je suis capable de savoir que je suis un homme. Peut-être un animal qui m'attaque, je n'ai pas besoin de me dire, ouais, mais c'est peut-être la nature, c'est peut-être... Non, je suis un homme, je sais qui je suis, puis moi, je continue à vivre. Puis si lui veut continuer à vivre, il est mieux d'aller planter ses dents dans un arbre ailleurs, pas sur moi. Parce qu'il y aura des mots du problème. Mais j'ai pas besoin d'avoir, oh, mais pour ma fille qui est toute seule au Canada, ben, faut que j'en revienne vivant. Alors, quelqu'un a besoin de moi. Voyons, donc. Moi, je vis pour moi, je vis pas pour un autre. Mais l'homme passe son temps à vivre pour les autres, il a besoin des autres pour savoir qui est là. Il a besoin de la souffrance pour savoir qui vit. Hein? Parce que sinon, il oublie qui vit. Un paquet de mécanismes comme ça. Et ça, là, faut que l'homme le comprenne parce que c'est ridicule. C'est sûr que les autres permettent de pouvoir t'imaginer que t'es quelque chose. Mais t'es qui, en fin de compte? T'es qui? Le gars qui est rendu à 79 ans, qui a une grosse business qui marche, qui a plus besoin d'argent pour vivre, le business, à un moment donné, elle perd un peu, puis le gars, il s'inquiète, le gars, il vient, puis il travaille, puis il travaille, puis il travaille. Il a plus d'argent qu'il n'en dépensera jamais. Et ce gars-là, c'est un gars qui a réussi sa vie. À un moment donné, il y en a d'autres, la jeunesse va dire c'est un imbécile. Il y a des critères. Les critères changent. Tous ceux qui ont été des génies, tous ceux qui ont été des hommes corrects à un moment donné, par la génération qui suit, sont traités d'imbéciles. Alors, à quoi ça sert de vouloir être normal? À un moment donné, il faudra que tout le monde se mette des quincailleries, des tournevis, des sauteuses, des cheveux, pour être normal. Puis à un autre moment donné, tout le monde avait le même petit chapeau, les mêmes pantalons, les mêmes bas, les trucs rayés, la même fleur ou le même mouchoir dedans, mouchoir qu'il fallait pas que tu te mouches avec. Il y avait une autre dans tes poches pour ça. Tout le monde était habillé pareil, tout le monde s'en allait, les gros chapeaux, les bébelles, ça c'était normal. Puis quelqu'un qui était du monde, c'est quelqu'un qui était comme ça. Quelqu'un qui réussissait sa vie, c'est quelqu'un qui avait au moins 2 habits. Puis 2 paires de petites boîtes noires, des souliers. Bon. Il réussissait sa vie. Puis à un moment donné, ben non, il fallait avoir des pantalons, il fallait se danser, il fallait ci, il fallait ça. Et les costumes de bain de ceux qui réussissaient leur vie, hein, ça a rétréci de plus en plus. Bon, ben alors pourquoi? Sur quoi on se base? On se base sur de la frime, on se base sur de l'illusion. Donc on n'a pas besoin de l'accréditation de la société pour être authentique. Ben voyons donc, Christy, tu réussis ta vie quand t'es médecin. Il y en a plein de médecins qui cherchent des jobs. C'est quoi? On peut pas se comparer aux autres. Faut pas. S'il ne faut pas se comparer aux autres, comment peut-on se connaître soi-même? Faites l'expérience, puis c'est simple. Commencez par cesser de vous comparer, puis ça va être dur. Ça va être dur parce qu'on vous a toujours montré à regarder votre frère, votre soeur, votre tante, le voisin, qui lui avait une belle étampe dans son bulletin. Lui, était bon. Puis toi, t'avais pas grand-chose, t'avais rien, t'étais pas bon. Mais pourquoi fallait que tu sois comme l'autre? C'est ça, être bon, être comme l'autre. On peut pas être bon de cette façon-là. Ça, c'est le culte de la culpabilité, le culte de la compétition, le culte de l'indécence. Parce que si je peux pas monter en haut de l'échelle plus vite que toi, ben je prends un marteau, je t'assomme. Fait que là, je suis plus vite que toi. C'est ça. Si je peux pas être meilleur, ben je m'arrange pour que les autres soient moins bons.
je suis meilleur. Ça, c'est ça que ça développe dans nos sociétés. Puis on éduque encore de cette façon-là. Comment se connaître soi-même? Ben, pourquoi? Observez-vous donc. Vivez donc simplement, puis vous allez, si vous vous connaissez pas, c'est pas grave, vous vous connaissez pas présentement non plus. Sauf que vous allez commencer à être vous autres, ce que vous n'êtes pas non plus. C'est déjà un bon poids. La collectivité semble être un défaut. La collectivité, c'est pas un défaut, c'est deux affaires. Mais le fait que l'homme veuille toujours être collectif, être normal, c'est un homme qui refuse de penser de par lui-même. Fait que si on déclare la guerre, c'est le Canada qui rentre en guerre. Toi, tu vas te battre. Tu veux pas te battre. Puis tous ceux qui sont sur le champ de bataille veulent pas se battre. Mais tout le monde se bat. La collectivité veut se battre, mais l'individu veut pas. On se bat. C'est toujours ce qui se passe. On a des élections, les individus sont pas contents, mais la collectivité va pour. C'est toujours ce qui se passe. Puis là, c'est encore le même mécanisme. Les sondages servent à quoi? Pourquoi avertir la population qu'un tel est en avance? Parce qu'on sait que le gars vote pour celui qui est en avance. Fait que là, l'opposition résiste tout de suite. C'est pas vrai, le sondage n'est pas bon, on en a un autre qui dit l'inverse. On joue avec les impressions, en fait. Oui, c'est sûr. Parce que l'homme est collectif. Ah bon, mais si tout le monde passe par là, moi, je suis un gars aussi brillant qu'eux autres, fait que moi, avec, je vote. J'ai gagné mes élections. J'ai mis un gouvernement qui m'a maudire dans 2 mois. T'sais? Alors, c'est ça, c'est réellement ridicule. On fête quand on gagne ces élections. Pourquoi? Parce qu'on se fait dire par la collectivité qu'on avait raison. C'est pour ça qu'on est content de gagner des élections. Puis quand on est peur, on parle pas trop. Parce qu'on a l'impression que la collectivité ayant voté pour un autre, qu'on avait tort. Puis quand on les gagne, Crémon avait raison. On n'avait pas plus raison. Si tu avais tort, tout le monde avait tort avec toi. C'est pas que tu avais plus raison, il faut que tu le saches toi-même. Pas à partir de ce qui se passe. Et c'est-à-dire que l'homme du verso est condamné à l'isolement. On vous dit franchement, moi, je suis capable par moi-même de savoir ce que j'ai. Fait que j'embête jamais Français de demander si ce que j'ai dit c'était correct, si la conférence était bonne, si je suis bien habillé, si je suis ci, si je suis ça. Non, absolument pas. Puis j'en ai plein d'amis, puis on n'est pas isolés, mais on vous dit franchement que toutes les mascarades, tous les masques, tous les visages que l'homme se donne, ben on les brise, on n'en a pas. Fait qu'on est capable d'être authentique, puis moi vous dire franchement, c'est mauditement plus facile, puis mauditement plus fun de vivre avec du monde authentique que vivre avec du monde qui ont tout un protocole pour arriver à pouvoir se toucher. Alors on n'est pas condamné à vivre dans l'isolement. Moi, je suis capable de m'observer et de savoir si ce que je fais est intelligent ou non. J'ai pas besoin de demander à un autre. Parce qu'imaginez-vous donc que l'autre, il me le demande quand il veut le savoir. Fait que si lui, il sait pas, pourquoi faut que je demande à lui pour que lui me dise si ce que moi je fais c'est correct? Toi, tu me demandes si ce que tu fais c'est intelligent parce que tu le sais pas. Puis moi, je te demande si ce que moi je fais c'est intelligent parce que je le sais pas. On a l'air de deux bouts de niaiseux. Toi et deux, on le sait pas, puis toi et deux, on se le demande, toi et deux, on se croit, puis toi et deux, on embarque. Mais à un moment donné, il faudra qu'on se devienne un peu plus... On te demande ici, que pensez-vous de la théorie du docteur Joseph Murphy? Mais on ne parle pas de théorie, on l'explique pas. Non, mais je pense que tu connais Joseph Murphy. Il y a un peu des mémoires qu'on trouve tout. Deuxièmement, croyez-vous dans le destin? Troisièmement, le hasard, c'est quoi? Quatrièmement, la chance, c'est quoi? La chance, c'est un conférencier qui va être au symposium dimanche. Alexandre, de son prénom. Alexandre Lachance, oui. Que pensez-vous de la théorie du docteur Joseph Murphy? Les théories, c'est théories. Ce que je pense de ça, c'est une chose. Ce que le monde en pense, c'est autre chose. Et si je dis ce que j'en pense, ben le monde, il y en a d'autres qui vont arrêter de penser ce qu'ils en pensaient, et qui vont penser ce que j'en pense. Alors, c'est pas compliqué. Disons que la théorie, pour instruire ceux qui ne le savent pas, c'est le positivisme, les formes de pensée positives, les projections. Donc, c'est à caractère un peu chrétien, mais c'est simplement d'essayer de voir la vie en rose au lieu de la voir en bleu. L'autosuggestion positive. De l'autosuggestion positive. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'expérimenter. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Puis quand ça ne marchera plus, ben, oubliez-le. Demandez-moi pas ce que j'en pense. Croyez-vous dans le destin? Chose qui est certaine, c'est que l'homme n'a pas de libre arbitre.
Et on a fait des conférences antérieurement sur la destinée et le libre arbitre. Alors, la personne, s'il veut avoir plus, je ne vais pas repasser là-dessus parce qu'on a déjà fait 2 heures de temps, puis encore, on a fini après la conférence, puis c'est pas enregistré. Le hasard, c'est quoi? La chance, c'est quoi? La chance, c'est réglé. Le hasard, c'est tout ce qui arrive à un être humain qui n'avait pas été prévu par l'être humain. C'est le hasard. Et l'être, l'homme du Verseau, l'homme conséquentiel, n'aura plus d'hasard. Parce qu'il va être capable de savoir ce qui va arriver, puis il va être capable de le prévoir, donc de l'envisager. Il va être prescient. Et le hasard, c'est un mécanisme qui permet à la psychologie égoïque évolutive de l'homme de pouvoir s'excuser. Au lieu d'appeler des dieux comme on faisait dans l'Antiquité, on a fini par dynamiser une énergie qu'on appelle le hasard. Alors, le hasard a fait telle chose. Mais le hasard, ça n'existe pas. Lorsqu'une feuille doit tomber d'un arbre, elle tombe d'un arbre. Tu passes en dessous en même temps, tu tombes sur la tête, tu appelles ça le hasard. C'est un mécanisme tout à fait normal d'évolution. Et lorsque l'homme prévoit, il dit ce n'est pas le hasard. Tu vois la feuille tomber, puis tu prévois qu'elle te tombe sur la tête, c'est pas le hasard. Et si tu l'as pas vu tomber, elle te tombe sur la tête, c'est le hasard. La différence, l'homme n'a pas prévu ou l'homme a prévu. Le hasard, ça n'existe pas. Ce sont des choses qui doivent simplement arriver, qui arrivent. Parce que l'homme ne les prévoit pas, l'homme pense que c'est le hasard. C'est le mécanisme de roulette russe qui a amené quelque chose à quelqu'un. Parce que l'homme pense qu'il devrait être capable de tout orchestrer lui-même. Ça fait longtemps qu'il essaye, et dans ce qu'il orchestre, il y a le phénomène hasard. C'est-à-dire le phénomène qui n'est pas orchestrable par l'homme et qui se produit, veut pas, malgré l'homme. Le hasard, ça n'existe pas. La chance, ça n'existe pas non plus. C'est bien simple. Acheter le billet qui gagne, vous allez gagner, c'est pas de la chance. Mais parce que l'homme ne sait pas quel billet va gagner, il achète n'importe quoi. Il appelle ça le hasard. C'est la chance. Tout ce que l'homme entreprend, la chance, c'est l'homme qui se la fabrique, qui se l'amène, et moins l'homme est capable d'être écologique, moins l'homme est capable d'être conséquentiel, moins l'homme est capable d'entrevoir, de voir ce qu'il fait, de s'arranger pour que ça marche. On a des hommes d'affaires. On a un homme d'affaires, à un moment donné, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a acheté un paquet de bateaux à 1$ puis à 50 cents chaque. Des gros bateaux tout rouillés. Et il a payé, lui, un endroit dans un port pour qu'on les conserve. Il payait régulièrement tous les années 150$ pour garder une flotte de 30 bateaux, disons. Bateaux tout rouillés, des bateaux qui ont servi au transport des troupes, parce qu'on en a fabriqué pendant la Deuxième Guerre, et après ça, on ne sait plus quoi faire avec. Il les a conservés. C'était-tu le hasard ou c'était la chance? Rien. Puis à un moment donné, on a démoli les bateaux. Ceux qui n'ont pas été vendus, on les a tout démolis. Pour relancer l'économie, il fallait recréer des bateaux. Lorsqu'on a relancé l'économie navale, ben là, évidemment, on a démoli suffisamment de bateaux pour qu'on ait des demandes. Lorsqu'on a relancé l'économie navale, ça l'a reparti, le monde voulait avoir des bateaux maintenant. Et lui a commencé à vendre ses ferrailles. Et pas 50$, 50 cents ou une pièce. Là, on parlait de demi-million de dollars. Et il en a vendu suffisamment, il en a conservé certains, parce qu'il a entrevu quelque chose. C'est que l'homme, après ce boom de la Deuxième Guerre mondiale, voulait relancer l'économie planétaire et on a lancé le contexte, on l'a poussé sur le contexte d'achète et serre-toisant, qu'on appelle dont la consommation, mais il y a un autre mot qui est encore plus pire que ça, qui est la dépense inutile, enfin la perte, enfin la consommation. Et lui s'est dit, l'homme va avoir besoin de pétrole. Alors il a conservé quelques bateaux qu'il a transformés en pétroliers. Et avec l'argent qu'il avait, il a été un des premiers à commencer à acheter des pétroliers, à construire des pétroliers. C'est la chance ou le hasard, c'est un gars qui était pauvre. C'est un gars qui était l'un des plus gros milliardaires de la planète Terre. Il aurait même pu acheter des pays au complet. Et c'est la chance ou le hasard, d'autres personnes y vont, ils s'essayent. Tu ouvres un magasin sur les coins de rue, tu achètes quelques cossins et tu espères que ça va marcher. Crime. Quand tu fais quelque chose et tu espères que ça va marcher, fais-le pas. Parce que si tu espères, c'est que tu laisses tout ça au hasard. Tu n'as pas entrevu, tu n'as pas calculé, tu n'es pas sûr ou presque à 100% sûr. Et qu'est-ce que c'est le hasard qui va rester, ce que tu n'as pas vu? C'est pas du hasard.
Le fait que la clientèle n'aime pas ce que tu vends, c'est pas un hasard. C'était déjà chez eux autres. Ce n'était pas prévu par toi. L'homme doit s'orchestrer, puis l'homme du Verseau va de plus en plus s'orchestrer de cette façon-là. Est-ce que le fait de penser beaucoup nous enlève de l'énergie, ou bien s'il nous permet de nous poser des questions et d'évoluer? Ça fait les deux. Le fait de penser beaucoup nous ôte énormément d'énergie, et le fait de penser un peu nous permet de nous poser des questions et d'évoluer. Évoluer, disons, de s'améliorer. L'amélioration évolutive de l'être du Verseau, ce sera simplement par l'efficacité, va se transparaître par l'efficacité et par l'économie d'énergie. Alors évidemment, si on pense trop et qu'on gaspille de notre énergie, il y a un problème. Le fait de se laisser penser, le fait de penser à n'importe quoi, sans aucune relation, l'homme doit se poser des questions et doit s'évertuer à y répondre, mais il doit surtout penser dans l'action. Il ne doit pas être un être qui médite. Il doit penser dans l'action, c'est-à-dire en vivant quelque chose. Donc, il ne doit pas se refuser le luxe de vivre des événements nouveaux. Ce que l'homme ancien fait, ce que l'homme ancien fait, de faire des choses nouvelles. Donc, le fait de penser, moi, je ne pense pas souvent. Les seules fois où je vais penser, c'est lorsqu'on me pose des questions, enfin, je ne pense même pas, je réponds. C'est plus rapide. Les seules fois où je vais penser, ça va être soit pour m'amuser, pour me distraire, pour me divertir, soit pour essayer d'envisager les conséquences de certains mouvements, on pourrait appeler des actions, que d'autres ou que je vais poser. Et de plus en plus, je ne penserai pas, parce que je vais savoir en même temps que je vais voir l'action, que cette action-là, elle est correcte, ou que cette action-là est une farce. Présentement, l'homme doit se poser des questions et l'homme doit tenter d'y répondre, mais sans s'obliger d'y répondre. C'est que l'homme n'arrive pas, l'homme qui pense, s'épuise dans la pensée et l'homme oublie de vivre. Parce que sachez bien que la pensée, c'est un mécanisme qui présentement occupe l'esprit de l'homme. C'est un mécanisme qui permet d'interpréter l'énergie mentale pour l'ego, d'instruire l'ego. Quand la pensée se met au service du mental. Présentement, l'ego, l'homme, la pensée, n'est qu'un mécanisme totalement psychologique, totalement égoïque, qui essaie de rassurer la psychologie, qui essaie de rassurer l'ego. Donc, on pense pour essayer de se donner des structures qui vont pouvoir supporter l'insécurité de l'ego. Ce mécanisme, ce genre de pensée n'est pas correct. Lorsque l'homme crée, lorsque l'homme pense, lorsque l'homme dessine un plan, l'homme pense. L'homme pense dans l'action. Ce mécanisme de pensée n'est pas une perte d'énergie. Même si tout ce que l'homme dessine et l'homme planifie, l'homme l'oublie après, il n'a pas nécessairement perdu son énergie. L'homme a commencé à exprimer sa pensée, à exprimer l'énergie intentionnelle, même s'il la colore, à exprimer donc l'énergie créatrice, même s'il la colore. Alors, ce qui fait que penser dans l'action n'est pas une perte d'énergie. Vous marchez, vous pensez, vous jouez avec quelqu'un, vous pensez, vous construisez quelque chose. Constructive, elle n'est pas évolutive. L'homme envisage, l'homme spécule, l'homme philosophie, l'homme pense depuis longtemps, et l'homme ne fout rien. Ceux qui méditent, méditent. Dans l'instantanéité de leur méditation, ils ont l'apparence de la béatitude. Pendant qu'ils méditent, donnez-leur un petit pichenot sur l'oreille. Donc la béatitude va partir vite en maudit. Pourquoi? Parce que l'homme vit une béatitude qui appartient à une technique, mais l'homme n'est pas en paix. L'homme pense qu'il pense et l'homme pense qu'il ne pense plus. Mais l'homme est déconnecté d'une réalité. Et la réalité, c'est celle-là qu'il faut vivre. Pas fuir la réalité, être dedans. Et si on pense dedans, on est pas mal plus proche d'une pensée vivante que de pensée morte qui essaye d'expliquer ce qu'on a vécu et qui essaye d'expliquer un avenir qu'on a peur. Un avenir qu'on vivra jamais en plus. À propos de la procréation, il ne faut pas procréer pour combler une lacune psychologique, dites-vous. Pourtant, le monde de l'homme du Verseau, privé d'émotions, semble être un monde extrêmement inflexible, inhumain,
dans lequel l'homme serait l'esclave de sa logique pure dictatoriale. Qu'en pensez-vous? Bon. C'est une grosse Bertha, ça. J'en ai chauffé une longtemps quand je faisais l'ambulance. C'est intéressant comme question, ça. Oui, c'est une question qui est correcte. Bon. Il ne faut pas procréer pour combler un besoin psychologique, dites-vous. Cela veut dire, disons qu'on pourrait dire qu'il faut procréer pour combler des besoins psychologiques. Alors, on pourrait donc parler de l'être d'une société humaine où on procrée pour combler des besoins psychologiques. L'enfant qui ne nous aime pas, ben on le sac dehors. L'enfant qui ne fait pas tout ce qu'on lui demande, l'enfant qui n'est pas l'enfant de nos rêves, ben celui-là, non seulement il ne comble pas nos besoins psychologiques, mais il nous en crée. Alors, celui-là, on tape, on le tapoche, on l'éduque, on le bat, on l'envoie dans une école spécialisée. On fait tout, on met des lois pour qu'il comble le besoin psychologique de la société, puis si ça marche pas, ben là, il demande de serrer son camp. Bon. Pourtant, le monde de l'homme du Verseau privé d'émotion, et le monde du Verseau ne sera pas privé d'émotion, il sera privé de souffrance. Et si la souffrance c'est l'émotion, ben il sera privé d'émotion. Mais on a une autre conception de l'émotion que la souffrance. L'homme du Verseau est capable d'aimer. Il n'y a pas grands hommes du Poisson qui sont capables d'aimer. L'homme du Verseau n'est pas capable d'haïr. C'est une perte d'énergie, c'est stupide d'haïr. Lorsque je vois quelque chose, je le trouve beau, je le trouve neutre. L'homme du Poisson le trouve beau ou le trouve laid. Et il y a des différentes paliers de beauté et de laideur. Lorsque l'homme du Verseau observe quelqu'un, il ne peut pas le juger. On peut dire que c'est pas un monde humain, parce qu'il faut juger. Il faut dire, tu lui casses, ah, j'aimerais ça être comme lui. Parfait. Mais ça, c'est un monde inhumain. Parce que l'homme du Verseau va être capable de s'amuser, sans perdre, sans gagner. Donc, il n'y aura pas ce stress-là. Il va être capable de travailler en admettant l'erreur. Il va être capable de trouver une fleur extraordinairement belle. Puis quand la fleur est morte, il comprend que la fleur meurt. Il va être capable de trouver une fleur belle pour ce qu'elle émet, pour ce qu'il y a comme communication énergétique entre la fleur et lui. L'homme du Poisson ne peut pas. L'homme du Poisson trouve une fleur belle parce que cette fleur-là suscite chez lui une émotion qu'il aime. Alors, il arrache la fleur, il la tue, il la met des bocales, puis il continue à la trouver belle. Puis quand la fleur est morte, il arrache un autre, il met des bocales, puis il la trouve belle. Ou bien non, il prend une photo, puis il admire la photo. C'est ce qui se passe chez lui. Mais pas la relation entre la fleur et lui. Et ça, c'est le monde de l'humain présentement. Alors, il aime l'enfant, mais l'enfant vieillit. Fait que l'enfant, ben, il l'aime quand il est petit. Tout le monde aime ça, les animaux, quand ils sont petits. Il les aime moins quand ils sont plus grands. C'est la même chose. Et vous êtes capable d'aimer tous les enfants que vous rencontrez. Êtes-vous capable d'aimer tous les adultes que vous rencontrez? Non. Mais l'homme du Verseau va être capable d'aimer tous les adultes, tous les chiens, tous les chats, tous les tigres, tous les crapauds, tous les sangsues, tous les vers de terre, tous les enfants qui sont pas capables d'en détester parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans la répulsion. Alors, ce ne sera pas un monde humain, ça va être un monde surhumain. Privé d'émotions, non. D'émotions qui viennent manipuler son mental, qui viennent l'envoyer dans la merde, oui. Il n'y aura pas d'émotions comme ça. Un être extrêmement inflexible, c'est évident. Entre ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas, faut-tu être flexible? Faut être flexible. Mais l'homme du Poisson est flexible. L'homme du Poisson, il est flexible. L'homme du Poisson voit un juste milieu entre la vérité et le mensonge. La vérité, c'est ça. Le mensonge, pas bon. Mais on va vivre entre les deux. C'est plaisant, c'est bon. Mais ça vivra plus. C'est sûr qu'il va être inflexible, l'homme nouveau. On fait-tu la guerre? C'est stupide, la guerre. Fait qu'on ne fait pas au nom de l'argent, au nom de Dieu, au nom de n'importe qui, on ne ferait pas de guerre. Il n'y a pas de juste milieu entre ce qui doit être fait et ce que l'homme aimerait faire émotivement. Tu veux t'acheter une auto, t'as pas d'argent. Moi, je vais m'endetter, puis après ça, ben, quand je préfère payer, ben, je la revendrai ou je verrai en temps et lieu. Moi, je vis au jour le jour. C'est pas ça, vivre au jour le jour. C'est souffrir au jour le jour. C'est pas vivre au jour le jour. L'homme nouveau ne fera pas ce genre de choses. Alors, il ne sera pas présentement, l'homme est complètement l'esclave de son émotion, parce qu'il ne voit même pas qu'il souffre, il ne voit même pas pourquoi il souffre, puis en plus, il ne veut même pas cesser de souffrir. L'homme nouveau ne sera pas l'esclave de son intellect. Il n'y aura pas d'intellect. L'homme nouveau va être l'intelligence qui va s'exprimer chez l'homme. Et non plus juste l'émotion. L'émotion régie par l'émotion collective en plus, hein, parce que c'est même pas votre émotion qui s'exprime. Vous aimez ce que vous devez aimer. Vous aimez ce qu'on vous a montré d'aimer. Hein? C'est important, vous avez dit. Inflexible, inhumain, surhumain, dans laquelle l'homme serait l'esclave de sa logique pure dictatoriale. Qu'en pensez-vous?
Une logique dictatoriale, effectivement. Présentement, on pollue énormément. Mais c'est pas grave, on a du fun, le temps qu'on pollue. Puis quand on aura bien pollué, ben là, on payera les pots cassés. La logique dictatoriale de l'homme nouveau va faire que non. On pollue pas. C'est pas bon de polluer. C'est pas intelligent de polluer. Cassons-nous la tête, puis cherchons. Mettons-en de l'argent, pas pour dépolluer, mettons-en de l'argent tout de suite. Pas dans 15 ans, pas dans 20 ans pour dépolluer. Tout de suite. Puis mettons des énergies tout de suite, même s'il faut qu'on dorme moins souvent, pour régler ça tout de suite. Puis quand on polluera pas, là, on pourra commencer à s'amuser. Ça, c'est dictatorial. Mais c'est la même dictature, plus intelligente que l'homme du poisson. Lui, il dit non, tripons, amusons-nous, oublions tout. Puis quand il sera trop tard, là, on l'arrangera. C'est dictatorial. Ça passe par-dessus son intelligence. L'intelligence, tu veux rien savoir de l'intelligence, pour l'instant, il faut s'amuser. Il faut vivre notre vie tout de suite. Quand elle sera plus vivable, comme plusieurs vont dire, c'est une guerre nucléaire, oh, moi je me suicide. Parfait. Quand elle sera plus vivable, on se tirera une balle derrière la tête en espérant qu'il y aura encore assez de balles dans cette pousse. Puis l'homme du verso, je te le dis, ben non, quand ça sera plus vivable, voyons, arrangeons-nous pour que ce soit vivable. Puis commençons tout de suite. Ouais, mais l'air n'est pas encore assez impur pour dire que, mais non. N'attendons pas qu'elle soit irrespirable pour commencer à penser qu'elle n'est pas respirable. Faisons-le tout de suite. L'homme va jouir de la vie comme l'homme n'a jamais joui de la vie. Puis quand l'homme va avoir un enfant devant lui, l'enfant va être heureux. Pas parce qu'on va l'avoir éduqué être heureux. Pas parce qu'on va lui dire, crime, t'as tout, tu dois être heureux. Mais non, t'as pas tout. Parce qu'il va être dans son énergie. Il va dormir, il n'aura pas peur. Il va sortir, il va savoir quand il veut sortir. Il va aller dans la campagne, quand ça va être en fait, il va aller apprendre. Il va s'instruire parce qu'il va comprendre l'intelligence d'apprendre. Pas parce qu'il est émotif, parce qu'il a peur des volets que son père va lui donner. C'est pas pour ça qu'il va aller à l'école. Il va aller à l'école parce qu'il va comprendre. Puis ça, ce mécanisme-là, ben, il commence déjà. Et c'est pas un mécanisme inhumain, c'est un mécanisme surhumain. L'homme n'a jamais été humain. Si on veut dire par humain que c'est humain à un moment donné de battre son enfant parce que t'en as par-dessus la tête. Parce que t'es trop humain pour dire à ton boss ce que t'en penses, ben tu bûches ta femme quand tu rentres. C'est ça être humain. C'est pas être l'esclave dictatorial de son émotion. Mais j'aime mauditement mieux, moi, être l'esclave de mon intelligence qui va me dire, je rentre à la maison, le patron, c'est autre chose. Je rentre à la maison et c'est intelligent qu'il y ait une harmonie dans la maison. Ça me plaît, ça le plaît. C'est intelligent. Alors moi, je rentre, je m'amuse dans l'harmonie qu'on a besoin là. Pas parce que je veux être un bon père de famille, pas parce que je veux bien paraître mes voisins, pas pour aucune foutue raison, parce que je vois que c'est intelligent. Fait que quand je rentre, là, puis que ma fille vient me voir, puis qu'elle me dit quelque chose, puis que moi, oui, mais là, ta mère, là. Je fais pas ça parce que je suis pas émotif. Pas émotif dans le sens que l'humain l'est, je ne me fais pas charger par mon émotion. Alors oui, j'ai besoin de créer une harmonie. J'en ai besoin si c'est encore un peu psychologique, mais j'ai suffisamment d'intelligence pour comprendre que j'en ai besoin. Alors je vais créer et je vais fonctionner en harmonie. Je ne sais pas individuel dans le sens où je vais être rejeté ou être tout seul physiquement, mais c'est individuel dans le sens où je vais penser moi. Si d'un tel ne comprend pas d'intelligence telle chose, moi je le comprends pareil. Présentement, si la collectivité ne la crédite pas, on n'embarque pas. Ça, c'est pas correct. Parce que la collectivité, elle attend que la collectivité la crédite pour la créditer. Fait que, on la crédite pas. Alors, c'est pas un monde inhumain, c'est un monde qui est mauditement plus humain que ce qu'on a connu là. Présentement, on n'a pas de monde humain. Un monde humain, un monde intelligent par la logique, éduquerait à la population, les enfants entre autres et les adultes, que l'homme doit être en santé. Présentement, c'est une philosophie, ça, que l'homme doit être en santé. On n'éduque pas. C'est une philosophie qui devrait être vécue, qu'on prône un peu. Mais les médecins ne croient pas à ça. Pas grand monde qui croit à ça. On a un autre mot de philosophie à part de ça qui dit que lorsqu'une personne est magnétiseur, puis qui charge, elle fait de l'argent sur le dos des malades. C'est un petit apport, ça me semble de le dire, ça me plaît. Fait de l'argent sur le dos des malades, c'est pas correct, ça. Tu sais, je suis magnétiseur, quelqu'un me touche, on peut guérir, puis moi je charge 500 piastres. Ah oui, mais les médecins font ça. Les infirmières font ça. Le personnel médical fait ça. Ils font de l'argent sur le malheur des autres. Les psychologues font ça. Puis le gars qui n'a pas de char, quand il l'achète, ceux qui font des chars font de l'argent sur le malheur des autres. C'est ça. Être intelligent, c'est de comprendre aussi la valeur de l'argent, de l'énergie de ce mécanisme-là, pour qu'on cesse, à un moment donné, d'être des humains pauvres, des humains chialeux, des humains qui vont peur, des humains qui critiquent tout le temps, des humains qui boivent qui sont remarqués. Mais si on devient intelligent à un moment donné, on va avoir des émotions. C'est-à-dire qu'on va être capable de voir des choses qui sont belles. Mais la chose en passe, c'est normal à vie. À vie, elle naît, à vie, elle meurt. Ça, c'est normal. Puis moi, je continue à vivre, je vis.
Je broille pas sur mon passé parce que je suis humain. Je vis parce que je suis surhumain. Puis l'humanité, c'est pas une loque, un écueil, un récip, c'est pas un être médiocre, c'est ça que l'homme pense, c'est ça que l'homme s'instruit et s'auto-instruit de cette médiocrité humaine. C'est pas ça partout. L'être du Verseau, c'est pas un être qui va être anti-émotion, c'est un être qui va être intelligent. Alors quand ton chien vient te voir et il veut avoir un peu d'affection, tu lui en donnes, c'est intelligent. Puis toi, ça te plaire. Pourquoi ça te plairait pas? Tu vas aimer ça. Puis quand tu rentres puis ton chien commence à être dépendant, tu rentres, tu l'appelles, il veut pas venir te voir, ça il tente de rester couché. Parfait. T'en souffres pas. Tu t'assois, c'est aussi bien. Ça, c'est l'être normal va changer de chien si son chien n'aime pas. Il peut pas changer d'enfant. Fait qu'il tape dedans. Bon, accroche-toi bien là pour la prochaine question. En 3 volets, là, mets ta ceinture. C'est intéressant. On a l'impression que ça ne fait pas partie de la conférence, mais il y a un lien. Que pensez-vous de la vasectomie comme méthode contraceptive? Est-ce qu'un homme vasectomisé conserve son énergie quand il éjacule? Troisièmement, quel est l'effet de la vasectomie sur la psychologie de l'homme? C'est pas drôle. C'est la réalité, quoi. Oui, mais c'est ça, mais au moins c'est une question qui pourrait toujours avoir un apanage constructif. Le seul foutu problème, c'est que je ne peux pas répondre à cette question-là. Pour la simple raison que je suis conscient de l'écosystème psychologique de l'homme. Je ne peux pas répondre pour la simple raison que certaines personnes ont été vasectomisées. Si ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'ils vont foutre psychologiquement, sinon pas la résistance psychologique et énergétique pour pouvoir endurer ce choc? Si je dis que c'est bon pour contrebalancer ce mécanisme, je compte de la foutaise. Et il y a des choses qui le sont, des choses qui ne le sont pas. Une chose qui est sûre, c'est que présentement, il y a beaucoup de formes de tendances évolutives dans notre société, et soit dit en passant, même une vasectomie qui ne peut pas être réinstaurée chirurgicalement, peut l'être quand même à un moment donné chez la personne sans chirurgie. Et je ne veux pas dire que c'est bon ou mauvais, je vous explique simplement un principe qui est un phénomène qui est correct, comme les personnes qui sont incurables du cancer et qui à un moment donné guérissent. Alors, cherchons pas à savoir pourquoi ça fonctionne. Lorsqu'on est rendu à stériliser l'être humain, parce que l'être humain recherche continuellement des mécanismes psychologiques, lorsque je vous disais lors de la conférence de séparation des corps, que l'être humain n'a pas de corps physique, il n'a qu'un corps psychologique. Et que pour le plaisir psychologique, il fait subir à son corps physique immensément de phénomènes, et on sait très bien que le corps physique est le véhicule qui permet l'expression du corps psychologique. Et plus on altère le corps physique, plus on altère le corps psychologique. Alors, c'est évident qu'un être qui a une altération physique change. Prenez de la boisson, vous n'êtes plus psychologiquement le même. Droguez-vous, vous n'êtes plus psychologiquement le même. Qu'est-ce que vous transformez? Votre nature physique. Au niveau énergétique, l'énergie sexuelle, ce n'est plus ce qui privilégie, ce qui est de prime importance chez l'homme du Québec. Parce que pendant longtemps, l'énergie vitale, l'évolution vitale se faisait du bas vers le haut. Donc, d'un centre d'énergie qui était en corrélation avec les glandes surrénales, donc le centre qui s'appelle le Muladhara, que certains pensent, disons, relié aux glandes sexuelles, mais ce n'est pas celui-là. L'énergie passait du bas vers le haut. La conscientisation humaine, présentement, se fait à l'inverse, du haut vers le bas. D'un contact non plus tellurique planétaire, mais d'un contact supramental vers la planète. Parce que l'homme, physiquement, planétairement, est constitué. Il n'a plus à se constituer. Alors, lorsque nous perdons de l'énergie sexuelle, ce n'est pas parce qu'on est vasectomisé ou non. Nous perdons de l'énergie dans des relations qui sont trop fréquentes. On l'a déjà vu et on va revenir sur ce mécanisme à un moment donné dans une conférence juste là-dessus. Mais ce n'est pas parce que l'être est vasectomisé ou que l'être a subi différents autres phénomènes, hystérectomie, ces choses-là, que la personne cesse d'évoluer. L'énergie de l'évolution ne se fait plus par le tantrisme sexuel ou par ce genre de mécanisme, il va se faire de haut en bas.
Alors ne perdez pas la tête. Parce que là, ça va être pas mal plus compliqué que... Et ne pas perdre la tête, c'est dans des mécanismes psychologiques, dans des mécanismes de drogue, dans des mécanismes d'excès de boisson, dans des mécanismes d'excès d'amour, c'est quelqu'un qui vient de fou, ça, dans des mécanismes de plusieurs formes d'excès, où l'homme, à un moment donné, perd sa tête. Alors, pour le reste, ici, je ne veux pas répondre à ces questions pour la simple raison que ça ne servirait à pas grand-chose. Est-ce que dans le privé, tu y répondrais à ce genre de questions-là si la personne vient te voir après la conférence? En privé, j'y répondrais, mais il se trouve que présentement, je ne réponds en privé qu'aux personnes que j'ai en séminaire. Pour la simple raison que je les connais mieux. Énergétiquement, je les perçois bien. On a la possibilité d'élaborer longuement sur un sujet. De cette façon, on ajuste convenablement, comme le séminaire PMC, comme celui qu'on fait la semaine prochaine. En privé, il y a plusieurs choses qu'on va faire, où on va pouvoir jaser de choses que je ne peux pas faire en conférence. Alors, ce qui fait que je ne fais pas de consultation privée. Les seules fois que je rencontre des personnes en privé, c'est les personnes qui sont en séminaire ou les personnes qui font le PMC, parce qu'ils sont suffisamment ajustés. Je les connais, donc je sais ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils peuvent ne pas prendre. Je sais aussi ce qu'ils veulent savoir, même s'ils me posent une question qui est complètement différente. Et on travaille beaucoup plus sur le mécanisme humain, réel de l'être humain, plutôt que sur la farce psychologique qui est exposée. Alors, si une personne me pose une question, ce n'est pas nécessairement à sa question que je vais répondre. Je vais répondre beaucoup plus sur ce qu'elle a besoin pour pouvoir se transformer. Alors, ce qui fait qu'en privé, dans un séminaire, je réponds à certaines choses. Le mécanisme comme ça, on pourrait l'élaborer convenablement, oui, mais pas en privé. Je ne fais pas de consultation ou d'assujettissement, qu'on peut dire. Lorsqu'il y a fusion, est-ce qu'il y a autonomie des 4 corps régis par le mental? Tu as déjà dit qu'une fusion peut bloquer le processus d'évolution. Est-ce que c'est parce que ce n'était pas la même sorte de fusion? Exactement, oui. C'est que, donc, cette personne ici a suivi d'autres conférences peut-être un peu plus spécialisées. Lorsqu'il y a fusion des corps planétaires, cela cela donne la possibilité à chacun des corps de se contrôler lui-même. C'est-à-dire que la psychologie n'intervient plus dans le corps physique, dans le corps vital, dans le corps mental. Le corps physique sait ce qu'il a besoin et il en est ainsi pour les autres corps. Lorsque j'ai parlé que la fusion pouvait être un blocage de l'évolution, je parlais de la fusion supramentale dans un cadre égoïsé supramental par l'être planétaire. Donc, je parlais de la création des maîtres du monde. De ceux qui vivent dans l'Agartha, de ceux qui vivent dans Shambhala, de ceux qui ont certaines liaisons avec le Priori de Sion, avec différents autres personnages, qui se sont fait avoir par, si on peut dire là, je parle ici simplement pour bien brasser la cage de ceux qui suivent ces maîtres-là. Et ce processus fusionnel, sur lequel on va revenir sans doute un peu plus au mois de décembre, ce processus fusionnel est un processus qui limite l'être humain à ne plus pouvoir entrer en contact avec les énergies supérieures à l'énergie supramentale parce qu'il crée un corps qui va être planétaire et qui va contenir 5 corps de base, c'est-à-dire le corps vital, le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental et le corps supramental. Ce qui est une chose qui ne doit pas se faire. Il y a une fusion psychologique, il y a une fusion par contact entre l'être planétaire et l'être supramental, mais lorsque la fusion se fait d'une façon égoïque, c'est-à-dire que l'être supramental, mental, astral, vital et physique devient un être planétaire, donc il n'a plus de relation, il ne peut plus par attraction attirer les énergies supérieures à l'énergie supramentale, comme l'énergie bouddhique, etc. Cet être-là a un blocage évolutif, il devient donc ce que nous appelons les maîtres du monde, et ils ont, ces maîtres du monde, comme fonction d'empêcher l'évolution humaine vers l'énergie supramentale d'une façon normale. Ils ont comme fonction de forcer l'être humain à se fusionner, donc à devenir des maîtres du monde, pour pouvoir créer un clan suffisamment puissant pour enfin se libérer de ce marasme évolutif. Alors donc, je parlais donc d'une fusion totalement différente de la fusion des corps planétaires. Pour harmoniser les corps, votre suggestion est-elle de sortir toujours l'émotion de notre pensée, de notre parole, ou y a-t-il d'autres méthodes pour arriver à voir clair à travers notre ego psychologique? Bon, pour répondre à ce genre de questions, je reviens encore sur les séminaires, c'est que je donne des séminaires spécialement conçus pour permettre aux personnes d'intégrer la décoloration de leur psychologie tout en gardant leur émotion. Alors, ce qui fait que je ne peux pas répondre en conférence simplement comme tel si, pour harmoniser les corps, je ne suggère pas de sortir toujours l'émotion.
Disons que brièvement, il y a chez l'homme un seul mécanisme d'état de conscience. Il y en a un. Pas 50, il y en a un. Faudra que l'homme développe 4 mécanismes d'état de conscience, 4 autres mécanismes d'état de conscience. Présentement, dans ce seul et unique mécanisme d'état de conscience, la seule voie par laquelle l'homme peut être conscient, c'est à l'intérieur de ce qu'il appelle sa pensée. Lorsque l'homme est conscient de son corps, il ne peut pas penser à d'autre chose. Alors, si je prends un marteau et que je vous enfonce un coup dans le pied, vous ne pouvez pas méditer. Vous ne pouvez pas penser à vos problèmes professionnels, vous ne pouvez pas penser à la couleur de votre auto, vous ne pouvez pas penser à rien. Pourquoi? Parce que la conscience corporelle habite la pensée. Lorsque l'homme a une conscience dans cette pensée qui est émotive, il ne peut pas avoir de conscience intelligente. Et lorsque l'homme a une conscience intelligente, il n'a pas de conscience émotive. Et de ce fait, lorsque l'émotion tente de venir s'intercaler dans la conscience à travers l'expression du mental, il colore le mental. L'ego pense qu'il vient de raisonner intelligemment alors qu'il a raisonné d'une façon colorée. L'émotion ne pénètre pas l'énergie mentale. Par contre, dans la conscience où l'ego vient se référer, lorsque le mental et l'émotion viennent s'exprimer, ou la mémoire colorée par l'émotion viennent s'exprimer, l'ego croit que c'est l'intelligence, l'ego croit que c'est le je suis, l'ego croit qu'il est authentique. Donc, l'homme doit développer un endroit chez lui, autre que la pensée, un endroit où il y aura une conscience physique, où il y aura une conscience vitale, où il y aura une conscience astrale, conscience psychologique, émotive, mémorielle, où il y aura une conscience mentale, et où il y aura une conscience supramentale. Maintenant, élaborer sur cette technique dans une conférence, je ne peux pas le faire parce que c'est long. Et en plus, je dois avoir un tableau, plusieurs choses. Il y a des choses qu'il faut expliquer pour que l'homme comprenne. Et vous devez surtout pouvoir raciner au bout. Dans un séminaire, ce que vous ne comprenez pas, ben vous le dites. Puis on lâche pas tant que c'est pas compris. Et les portes sont pas barrées, évidemment. Personne qui trouve qu'elle n'a plus d'affaires là peut s'en aller. Il n'y a aucun problème, mais normalement, ça n'arrive pas. Les personnes comprennent. Et on finalise. Chaque personne arrive au bout, il doit comprendre, et après ça, on passe à un autre processus. Et de cette façon, les personnes peuvent commencer à vivre et à intégrer un peu plus ce qui se passe. Mais dans une conférence, je ne peux pas parce que là, on répond à une question sur papier. Et si je réponds et ce n'est pas compris, il n'y a pas d'autres questions, sauf toi, lorsque tu peux canaliser l'énergie de la salle, ou tu peux intégrer et poser une question au nom de la salle, mais c'est au nom de la salle de l'ensemble. Alors, ce qui fait qu'il y a différents mécanismes qui sont faciles, mais qui nécessitent quand même un travail, une compréhension et une expérience. Une initiation, on pourrait dire, une expérimentation d'un mécanisme pour pouvoir arriver à l'intégraliser. Alors, ce qui fait que c'est surtout en séminaire que je réponds à ce genre de choses. Es-tu plutôt sensible aux compliments ou aux reproches? Présentement, je suis extrêmement sensible quand on me pince un doigt, on me tire l'oreille, je lance une boule de neige. Bon, on va vérifier ça, ton degré de sensibilité ou d'intégration des reproches. En voilà tout un. Conférence pas assez simple ni précise. Mots trop compliqués. Pas assez d'exemples vécus pour comprendre le sens. Ça devient stressant à écouter à la vitesse que c'est dit. J'ai juste 2 heures pour parler. Disons que, personnellement, moi, ça ne changera pas mon type de conférence. On enregistre sur cassette, c'est pas pour rien. Et en plus, sachez bien que je ne parle pas de façon à ce que vous mémorisiez tout ce que je dis. Ça ne devrait pas. La conférence est beaucoup plus énergétique. Et ce qui se passe chez l'homme va être beaucoup plus énergétique, un caractère beaucoup plus énergétique qu'un caractère didactique. Si la conférence ne semble pas précise et que les mots sont compliqués, c'est que la conférence est très précise. Mais que les mots étant compliqués, les mots n'étant pas assez simples, la conférence n'étant pas comprise, elle paraît compliquée ou paraît trop simple. Alors, il faut bien comprendre que ça ne change rien à rien, sauf que c'est beaucoup plus énergétique. On a des personnes qui viennent de temps en temps, d'ailleurs, il y en a peut-être même ici ce soir dans la salle, qui viennent, à l'époque, on avait des tables, et qui venaient tous les conférences, tous les vendredis, de remettre que la conférence, s'en allait. Ils étaient mieux, de mieux en mieux. Physiquement, psychologiquement, vitalement et tout ça. Ils ne comprennent rien. Ils achetaient des cassettes et chez eux, ils réécoutaient par la suite. Alors, ce qui fait que
Je fais un travail, je sais ce que je fais, et si le travail n'est pas nécessairement compris, ça, c'est pas plus grave que ça, le temps arrange les choses, mais la conférence, elle est compliquée, elle n'est pas simple, parce que les mots sont compliqués, parce que les mots se veulent précis. Et on a des enregistrements, d'ailleurs, même qu'on donne la première partie de la conférence à celui qui achète déjà un billet lorsqu'il fait que la conférence, il l'a gratuitement. Spécialement, pourquoi qu'on fait un spécial comme ça? C'est pas pour attirer le monde, ils viennent quand même. Ils achètent leur billet quand même, puis ils viennent quand même. Le monde n'est pas une conférence parce qu'il y a une cassette gratuite, la conférence n'intéresse pas, la cassette non plus. On fait ce spécial spécialement justement pour que la personne puisse réécouter après, parce qu'au niveau de la conférence, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vivant, qui est énergétique, qui n'est pas didactique. Bon, il y a donc un temps d'intégration, et puis tu sembles dire qu'il y a un transfert d'énergie, transfert vibratoire d'énergie que tu fais dans la salle, là, au travers de la parole. Au travers de la parole, et c'est pour ça aussi qu'on a un salon de ce genre, parce que les énergies sont conservées, les énergies sont particulières, et les personnes vont comprendre des choses après-demain, après-demain, après-après-demain. À un moment donné, ils vont comprendre des choses comme ils ne les ont pas vues. Et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce simplement à l'énergie que tout le monde on peut constituer dans le salon. Et moi, pour ne pas briser, parce que, évidemment, je pourrais prêcher, je pourrais répondre d'une façon plus lente, je pourrais aborder, pour laisser le temps au monde d'intégrer, des exemples plus concrets, plus pratiques. Mais à un moment donné, ça n'aurait plus la teneur énergétique que ça a. La personne s'en irait. Donc, je pourrais accélérer un peu. Mais qu'est-ce qui se passerait, c'est que vous comprendriez tout. En comprenant rien, tout le monde intellectualiserait. Ce serait engrangé Puis dans là, la c'est mémoire. vachement dur d'intellectualiser ce que je dis. La seule affaire qu'on peut faire, c'est de dire « Ouais, mais c'est trop intellectuel ton affaire. » Moi, m'a dit « Tu compris quelque chose? » Non, c'est pas intellectuel. T'as rien compris, c'est pas intellectuel. Sinon, tout le monde dirait, oui, peut-être, à partir de là, avec plein de mots, plein de concepts, plein de choses, et ils ne pourraient pas l'appliquer. Et moi, je m'applique justement à m'arranger pour que le monde ne retienne pas ce que je dis. Il y a des cassettes qui le retiennent suffisamment mieux que d'autres. Et c'est surtout parce que je ne veux pas être intellectuel. La personne qui a une affinité intellectuelle à suivre exactement ce que je dis à la même vitesse, parce qu'elle parle aussi vite que moi ou qu'elle parle très vite, ben, c'est presque une lacune parce qu'elle va intellectualiser, elle ne pourra jamais l'appliquer. Alors, évidemment, je me force pour parler vite. Bon, il y a tout un processus intéressant là, à décortiquer pendant qu'on fasse un jour en interview là-dessus. Il reste quelques questions, mais on ne pourra pas les poser de toute façon. Il y en a une ou deux qui sont illisibles. Celle-ci, tu as répondu concernant le destin, tu en as parlé. Faire un tableau des différents comportements entre l'homme ancien et l'homme nouveau, on fait que ça. Et puis, une autre qui concerne ton projet du village scientifique. Là. Alors ça, cette personne-là, je préfère qu'elle te le pose en particulier, puis ça concerne l'OFSA. Peux-tu nous toucher un mot sur le symposium qui aura lieu dimanche ici, ta participation et qu'est-ce que tu vas faire? La conférence, qui est juste une conférence qui a été demandée longtemps, c'est sur les thérapies intelligentes. C'est un symposium non médical sur les guérisons intelligentes. Il y a plusieurs conférenciers, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les thérapies intelligentes. Alors, je vais aborder des mécanismes nouveaux pour entrevoir la santé au lieu d'entrevoir la guérison. Ça permet quand même aux personnes de s'ajuster de son pourrait dire de se guérir, mais c'est une conférence qui va être assez... La compréhension de la relation qu'il peut y avoir entre les mécanismes de... Oui, c'est que la compréhension amène souvent à la guérison. Mais l'homme ne recherche pas à comprendre, l'homme recherche à être guéri. Est-ce que tu abordes ça au point de vue psychosomatique, là, au niveau de l'action de la pensée?